Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión dedicada a la Administración de las Bellas Artes en el centenario de la Dirección General de Bellas Artes, después de las sesiones de ayer, donde se analizó la evolución de la Dirección General y también todos los aspectos relativos al personal, a los funcionarios, a las profesiones que han prestado durante este periodo una labor valiosísima en el ámbito de la Dirección General de Bellas Artes para la conservación del patrimonio y también para su fomento y su exhibición pública. Vamos a dedicar la sesión de esta mañana a los modelos comparados de la Administración de Bellas Artes. Voy a moderar esa mesa. Mi nombre es Miguel Satrústegui, soy profesor en la Universidad Carlos III, pero he sido entre los años 84 y 89 responsable de distintas posiciones en el Ministerio de Cultura, secretario general técnico, director general de Bellas Artes y subsecretario, y es por esa razón por la que mi amigo, el director general de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio, sin duda, pues me ha invitado y me ha hecho el honor de que pueda presidir esta sesión de trabajo. Tratando de los modelos de administración cultural, no cabe duda que en Europa un modelo absolutamente fundamental es el modelo francés del Ministerio de Cultura, heredero de Malraux, y para representar la experiencia de esa administración tenemos hoy con nosotros a doña Isabel Balsamó, que es directora de la inspección, responsable de la inspección de los patrimonios de Francia, es decir, dentro de la Dirección General de Patrimonios del Ministerio de Cultura, que se ocupa de monumentos, archivos, museos, etcétera, es la responsable de la inspección desde el punto de vista profesional, no desde el punto de vista de control financiero, que eso es otra cuestión que no tiene que ver, sino desde el punto de vista profesional. Pocas personas, me parece, a juzgar por su currículum, pueden representar mejor lo que es la experiencia francesa de administración cultural. Ella ha hecho un recorrido impresionante en el ámbito del Ministerio de Cultura. Ha sido antigua directora de estudios de la Escuela Nacional del Patrimonio, después encargada de la inspección en la Dirección de los Museos de Francia, después subdirectora de documentación, de estudios y del inventario en el Ministerio de Cultura. Ha trabajado muchísimo en el inventario general de los monumentos y las riquezas artísticas de Francia, ese instrumento creado justamente por Malraux. Ha publicado un libro, Le Grand Angle sur le Patrimoine, el gran punto de vista sobre el patrimonio dedicado al inventario general de Alsacia. Ha colaborado en otras publicaciones, entre otras una dedicada a André Malraux y a la arquitectura, y es, por tanto, una persona que mejor, que me parece que casi ninguna otra, puede explicar lo que es la experiencia francesa, lo que son sus enormes atractivos en el ámbito de la Administración de las Bellas Artes. Sin más, le cedo la palabra. Bienvenida a esta sala, Madame Balsamó. Merci beaucoup pour cette présentation. Señor director general, queridos colegas, muchas gracias por su invitación. Os transmito, da parte del Ministerio Francés de Cultura y del mi director general, muchas felicidades por su centenario. Et vous me pardonnerez, j'espère, de poursuivre mon intervention en français pour ne pas faire subir trop d'outrage à votre belle langue espagnole que je ne maîtrise pas. Je ferai donc ma communication en français avec l'aide de la traduction. Voilà. Le ministère français de la Culture est-il un modèle? Quelles questions se posent-ils? Le ministère français de la Culture a longtemps cultivé une image de ministère de la création et des artistes, de bastion de la modernité. Liée à la personnalité flamboyante de Jacques Lang,
ministre à 2 reprises pendant les mandats de François Mitterrand, cette image persiste encore, alors que beaucoup de conditions ont changé. En tant qu'historienne, je rappellerai d'abord les origines historiques et politiques de ce ministère, puis je décrirai brièvement son organisation présente, et je terminerai par quelques questions majeures qui se posent à une administration culturelle d'État dans le paysage politique actuel et les changements qui se préparent et que je peux observer depuis mon poste d'adjointe du directeur général des patrimoines. Au début, il y a l'État, ce mot dont le vocabulaire politique français ne peut pas se passer. Le ministère français de la Culture est issu en effet d'une longue histoire de la politique des beaux-arts. La monarchie absolue protège les arts en les mettant au service de la propagande royale et de la puissance française. J'ai choisi comme première image pour vous les jardins de Versailles, un symbole de cette origine historique. Le patronage royal s'étend sur la production artistique et littéraire, sur les spectacles, sur les peintres et sur les sculpteurs. La Révolution française fait voler en éclats l'absolutisme, y compris sur les arts, en instaurant la liberté des spectacles, le droit de propriété de l'auteur sur ses œuvres, le rôle des arts dans l'éducation civique, à l'inspiration de Rousseau et de Diderot. Les archives nationales sont créées en 1794 dans ce contexte. Le XIXe siècle voit s'affirmer 2 tendances très importantes dont le ministère actuel porte encore l'empreinte. D'abord, l'éveil du sentiment patrimonial, porté par de grands écrivains comme Chateaubriand et Hugo. De grands monuments sont sauvés, comme la basilique Saint-Denis, sépulture des rois de France. Et le réflexe archéologique s'enracine et sera illustré magistralement par un Michelet. En 1837, donc au moment où la royauté est revenue, est créée la Commission des monuments historiques et est établie la première liste de Prosper Mérimée, un grand amoureux de l'Espagne. En 1840, 1 millier de bâtiments dignes d'intérêt, je cite, sont donc listés et des crédits permanents pour la restauration des monuments sont instaurés. Ce sont les premiers classements. Deuxième tendance importante, la notion d'avant-garde et de liberté de l'art, d'inspiration républicaine. Une politique de commande et d'achat public vise clairement à la prééminence de l'art français dans la compétition entre les nations, dans les expositions universelles. Le XXe siècle poursuit et amplifie ces 2 phénomènes. Pour le patrimoine, c'est la grande loi de 1913, 31 décembre 1913, sur les monuments historiques. Nous venons d'en fêter le centenaire. Elle est toujours en vigueur. Et nous ne la touchons qu'avec une crainte révérencieuse. Elle n'a pratiquement pas évolué depuis un siècle. La loi sur les fouilles archéologiques, la loi sur les sites d'abord en 1930, une loi sur les fouilles archéologiques en 1941, sur les abords des monuments en 1943. L'autre phénomène, c'est la création. Il y a d'importantes mesures pour la création et l'impulsion de l'État ou de la présidence de la République pour les grands travaux. Je vous rappelle le Louvre entièrement aménagé avec la pyramide de Paye, la grande arche de von Spreckelsen, ou encore pour François Mitterrand, ou encore le musée du Quai Branly pour Jacques Chirac. C'est en 1959 qu'est créé, par la volonté du général de Gaulle, un ministère chargé des affaires culturelles, confié à André Malraux, avec du style et de la grandeur, installé aussi au Palais Royal. Voici, il est toujours là. Le bureau de la ministre est là. Voilà. Mais avec beaucoup d'honneur et peu de moyens. Molto onore, poco contante, comme on dit dans les Noces de Figaro. Voilà. Depuis lors, il y a eu 23 ministres, beaucoup de personnalités politiques de premier plan, Jacques Duhamel, Michel Guy, Jean-Philippe Lecat, Jacques Lang, 2 fois, en 81 d'abord, puis en 88, avec des titres et des attributions différentes. Il y a aussi eu 7 femmes, Françoise Giroud, Catherine Trottmann, et actuellement, notre ministre est Fleur Pellerin, après 2 autres ministres femmes, Christine Albanel et Aurélie Filippetti.
Le décret qui définit les missions du ministère indique en 1959 il faut rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et en premier lieu celles de la France, donner la plus vaste audience au patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres d'art. Vous voyez un subtil équilibre entre patrimoine, création, chef-d'œuvre. En 1981, au moment de l'alternance et de l'élection de François Mitterrand, les missions ont été changées pour mettre l'accent sur le développement personnel et le dialogue entre les cultures. Puis il y a eu un nouveau changement en 1997 et ce sont ces missions qui sont toujours en vigueur. On est revenu donc aux œuvres capitales de l'humanité, à la vaste audience du patrimoine, à la création des œuvres, et on a introduit les industries culturelles. J'y reviendrai à la fin de mon propos. En 1959, ce ministre d'État a un périmètre restreint. André Malraux a fait avec ce qu'il a pu avoir, les monuments historiques, les musées, le cinéma déjà, et les archives, mais pas les bibliothèques, qui resteront à l'éducation nationale encore pendant 15 ans. En 50 années, nous sommes beaucoup plus jeunes que vous voyez, voilà, nous n'avons que 50 années, 1959. Le domaine de compétence du ministère s'est construit par briques successives et distinctes. Le secteur culturel est devenu multipolaire, d'ambition universelle ou presque. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, aux secteurs anciens hérités de la Révolution, l'architecture, les archives, les monuments historiques, les musées, s'ajoutent 2 briques nouvelles qui vont donner un développement considérable à la notion de patrimoine, notion qui est entrée en politique dans les années 80. D'une part, l'archéologie, et j'ai plaisir à le dire dans ce bel endroit, et ce musée archéologique national si splendidement rénové. L'archéologie, donc la première loi sous Vichy en 1941, mais elle a connu un puissant développement entre 1970 et 2000, avec l'archéologie préventive, comme nous disons en France, à la faveur des grands chantiers de modernisation, les autoroutes, les TGV. Elle bénéficie désormais d'une armature juridique très forte dans le Code du patrimoine et d'un financement propre. Deuxième brique importante arrivée dans les années récentes, le lancement de l'inventaire général du patrimoine, créé donc en 1964 par André Malraux et André Chastel, sur une idée des Lumières, et qui s'est étendue à toutes les régions de France dans les années 1980, en portant un nouveau regard sur le patrimoine. Je vous en donne 2 exemples. C'est grâce à ce nouveau regard apporté par l'inventaire général qu'on a commencé à protéger le XIXe siècle et des édifices qui auparavant n'auraient pas été comptés pour Prosper Mérimée, auraient été tout à fait étranges. Voici la gare du Nord, construite en 1865 par Hittorf. Voici l'extraordinaire villa Cavrois de Malestévas des années 1920, récemment rénovée, réinaugurée la semaine dernière après une rénovation exceptionnelle. Je vous ai apporté aussi la photo des halles de Reims des années 1900-1910, une magnifique construction avec un voile de béton très fin de 6-7 cm d'épaisseur qui était en déshérence et qui a été protégée en 1984 contre la volonté malheureusement de la municipalité de l'époque, mais maintenant tout le monde s'en félicite. Elle a été magnifiquement restaurée et elle sert à nouveau de marché couvert, comme vous voyez. En même temps que ce développement du patrimoine, on assiste à une extraordinaire croissance du spectacle vivant. Le théâtre, la musique, la danse s'ajoutent aux compétences du ministère de la Culture, mais aussi la francophonie, secteur bien typiquement français de la politique culturelle française, la recherche, la presse, la télévision, puisque depuis le ministère de Jean-Philippe Leca, le ministère s'appelle ministère de la Culture et de la Communication, qui mange l'énergie du ministre, de la ministre et du cabinet pour la plus grande partie de son agenda. Et les industries culturelles,
la création multimédia, fortement soutenue par le ministère, l'Internet et les réseaux sociaux sur lesquels notre ministre communique quotidiennement à plusieurs reprises. Bref, un ministère multipolaire qui avait, au début de ce siècle, 12 directions en administration centrale. Depuis 2010, et après plusieurs réformes, la situation s'est simplifiée. Il y a actuellement 3 grandes directions générales, la création, les patrimoines, je vous dirai pourquoi dans un instant, les médias et les industries culturelles, qui ont une direction pour elles seules, plus un secrétariat général et, bien entendu, la ministre et son cabinet. Cette simplification a néanmoins laissé subsister la répartition par grands secteurs à l'intérieur des directions. Ainsi, dans la Direction générale des patrimoines, cousine de la vôtre, il y a 4 piliers: l'architecture, les archives, les musées et le patrimoine au sens strict qui recouvre l'archéologie, les monuments historiques et l'inventaire, un très gros service. Et il y a des départements transversaux, recherche, système d'information, communication. Il n'y a toujours pas les bibliothèques. Les bibliothèques sont arrivées au ministère, mais elles ne sont pas dans la compétence de la Direction générale des patrimoines. Alors, le grand défi, je m'en entretenais tout à l'heure avec Isabelle, qui a si bien préparé mon voyage, la grande difficulté, c'est de travailler en transversal, surmonter les cloisonnements sectoriels et s'adapter à 2 évolutions majeures qui ont touché l'administration de la culture: la professionnalisation des instruments et des acteurs culturels, je crois que vous en avez parlé hier après-midi, et la montée en puissance de l'administration de terrain. Alors, la professionnalisation des instruments et des acteurs culturels. À l'origine, autour d'André Malraux, les équipes, c'était un petit commando d'intervention, des grandes personnalités, des écrivains, des artistes, des militants de la culture, des compositeurs qui soutenaient le travail des créateurs et encourageaient l'avant-garde. Et il y avait une poignée de grands administrateurs coloniaux venus de la France d'outre-mer qui trouvaient dans la culture un terrain de mission après la décolonisation. Depuis 30 ans, on a assisté à l'arrivée progressive d'administrateurs hautement qualifiés, notamment les administrateurs qui sortent de l'École nationale d'administration, où le choix du ministère de la Culture est un choix qui est souvent recherché, car les compétences requises pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de la culture sont devenues extrêmement complexes. Le droit du patrimoine, qui s'était constitué en un demi-siècle, s'est encore étoffé et rénové au fil des révisions successives qui, depuis 2000, ont touché toutes les branches. Toutes les branches ont connu une réforme de la loi qui les gérait. L'archéologie, les musées, l'inventaire général qui a été décentralisé, les archives, et pour finir, le droit des monuments historiques, la toute dernière séquence 2009-2012. C'est donc le Code du patrimoine, constitué de 6 livres pour chacun de ces secteurs, qui fait maintenant droit pour tous nos travaux et qui doit répondre aux aspirations démocratiques, régler de manière visible, transparente, tous les actes, les procédures et la parfaite régularité des actes financiers dans tous les domaines cités auparavant. Bien entendu, d'autres besoins se sont également affirmés: le management, la communication, la déontologie. Quel rapport avec le marché de l'art? Grave question. Les fouilles clandestines, les vols, les dégradations. En plus des administrateurs issus de l'École nationale d'administration, le ministère de la Culture s'appuie sur des corps techniques et scientifiques, principalement des architectes et des conservateurs du patrimoine, corps auquel j'appartiens. Ils sont recrutés sur concours et ont chacun leur institution de formation propre. L'Institut national du patrimoine et l'École de Chaillot. Il y a des sites internet pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en savoir un peu plus. Avec la professionnalisation s'installe une autre évolution importante,
le ministère de la Culture ne décide plus de tout à Paris. En 1987, il y a création de 26 directions régionales qui disposent d'effectifs et de budgets qui leur permettent de conduire une politique régionale qui développe les caractères propres à chaque région. À l'échelle nationale demeure donc le Code du patrimoine, des grandes commissions qui se prononcent sur des dossiers majeurs. Il y en a pour les monuments historiques, il y en a pour l'archéologie, il y en a pour les acquisitions des musées. Et il y a aussi un document politique émis par le ministre qui s'appelle la Directive nationale d'orientation, la DNO, comme nous disons, et qui indique les grandes lignes de l'action publique. Donc, dans chaque direction régionale, il y a un service d'archéologie, de monuments historiques, des conseillers pour l'architecture, pour les musées. Mais il n'y a plus de mission opérationnelle. C'est un grand changement pour nous, pour ma génération. C'est désormais une administration qui fait faire, qui impulse, qui contrôle, mais qui ne fait plus en direct. La politique culturelle repose désormais sur des réseaux qui irriguent tout le territoire, ou presque, des établissements publics et des opérateurs. Alors le réseau des centres d'archives, le réseau des musées, le réseau des écoles d'architecture. Et le réseau des bibliothèques, me direz-vous, eh bien, il est à la direction générale numéro 3, la direction générale des médias et des industries culturelles. Et de toute façon, elles ont été transférées au département en 1986. J'ai encore un quart d'heure, 10 minutes, ça va. Donc je disais, la politique publique s'appuie sur des réseaux et s'appuie aussi sur la création d'établissements publics. Les décennies 80 et 90 ont vu la création d'établissements publics qui, par leur autonomie, qui ont leur autonomie budgétaire et qui gèrent leurs effectifs et leurs projets. Alors, ce sont les grands musées, comme le Louvre, Versailles, le Centre des monuments nationaux, qui gère une centaine de monuments sur toute la France, mais aussi les 20 écoles d'architecture. Et ça pose vraiment de nouvelles questions pour nous, puisque là, le ministère exerce une tutelle, n'a plus le pouvoir de nomination directe, et l'exercice de la tutelle est un apprentissage difficile lorsque les présidents de ces grands établissements publics, comme Versailles ou comme le Louvre, ont évidemment une stature politique, une aura médiatique que n'ont pas les directeurs et les fonctionnaires du ministère de la Culture. Ça, c'est une transformation très importante dans le paysage de l'administration culturelle française. J'en arrive à ma troisième et dernière partie, les questions. Alors, la présence d'un ministère de la Culture et de la Communication ne doit pas cacher qu'il partage avec d'autres acteurs non seulement le financement de la politique culturelle, mais aussi sa définition et sa mise en œuvre. Rien qu'avec d'autres ministères. Il y a 13 autres ministères qui ont dans leurs objectifs des questions de politique culturelle. Dans ce vieux pays, si longtemps très centralisé, il y a eu un effort considérable pour déconcentrer, c'est-à-dire que les décisions ne se prennent plus à Paris, je vous l'ai dit à l'instant, les 26 directions régionales, mais de plus en plus, ce sont maintenant les collectivités locales qui sont au premier plan, à qui on va décentraliser les missions. Elles disposent de pouvoirs de décision, de souveraineté sur leur budget, de programmation, d'effectifs, évidemment, et de leur public, qui sont leurs électeurs aussi. Je vous ai apporté une vue générale du Louvre-Lens, une des grandes réalisations faites entre le ministère et la région Nord-Pas-de-Calais, avec une implication personnelle très forte et très longue du président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Voici son implantation, extraordinaire, hein, dans un ancien paysage minier. Vous distinguez bien les cités dans le quart supérieur droit de l'image. Et voici le musée, aussi une superbe réalisation de l'agence japonaise Sana. On estime à plus de 50%, à plus de la moitié, les investissements actuellement réalisés par les collectivités locales sur le budget global de la culture, principalement dans le spectacle vivant, hein, le théâtre, la musique et la danse, et dans l'enseignement artistique.
Mais les régions, qui sont donc des collectivités territoriales depuis 1986, mettent de l'ordre de 800 millions d'euros à 1 milliard par an. Et le rôle des villes est devenu incontournable, notamment pour la création et la rénovation des musées. Je vous montre deux exemples. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Marseille, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rudy Ricciotti, architecte, inauguré en 2013. Et le musée de Dijon, plus modeste d'apparence, mais avec un magnifique toit doré imaginé par Yves Lion, avec des merveilles à l'intérieur, un très beau musée municipal. L'État a donc transféré certains pouvoirs aux régions et aux départements. La responsabilité des bibliothèques et des archives aux départements en 1983. L'inventaire du patrimoine aux régions en 2004. Il n'a plus, le ministère, sur ces domaines, que des pouvoirs de contrôle, en particulier le contrôle scientifique et technique, qui est l'un des pivots du Code du patrimoine, vérification que les règles de conservation et de gestion sont correctement appliquées. C'est donc une nouvelle position des services de l'État par rapport à la création du ministère il y a 50 ans. Et cela vous explique aussi le rôle d'un service comme celui que je dirige, de l'inspection des patrimoines, transversal, et qui a ce rôle de contrôle scientifique et technique de l'État. Alors, vous vous rappelez la profession de foi du décret qui définissait les missions du ministère, donc ouvrir très largement la connaissance des chefs-d'œuvre et la connaissance du patrimoine, donc une mission républicaine, on pourrait dire, et démocratique, d'élever les connaissances et les goûts. Qu'en est-il avec la crise de la culture cultivée, si on veut l'appeler comme ça, comme l'aurait appelé Pierre Bourdieu dans les années 70 ? Le ministère a évolué et vers une égale valeur des pratiques culturelles des différents groupes sociaux et vers un accent mis sur le développement culturel. De nouveaux champs sont entrés, le design, la pop, la bande dessinée, le cirque. Je vous ai apporté une vue de l'École nationale du cirque, dans un cirque construit au milieu du XIXe siècle en Champagne-Ardenne. Et l'esthétique de la vie quotidienne, au point que l'on a pu parfois dire que tout est culturel. Il y a cependant un certain désenchantement dans les études sur les publics, dont je voudrais vous faire part en toute honnêteté entre collègues. Nous constatons bien que les entrées augmentent, mais que le public reste majoritairement le même. Des mesures comme la gratuité des musées et des monuments, les efforts de médiation, notamment sur le public familial, n'ont que partiellement abouti. Ah, j'ai oublié, je voulais vous montrer aussi le patrimoine, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Lens, avec les terrils sur la gauche, protégés, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Je croyais avoir le musée Picasso. Voilà, le public au musée Picasso, tout récemment rénové. Donc, je vous disais que nos efforts en matière de public n'ont que partiellement abouti. Alors, il y a des grandes manifestations populaires, vous les connaissez, je crois que vous les pratiquez aussi en Espagne, la fête de la musique, dans quelques jours, les journées de l'archéologie, ce week-end, en France, et les journées du patrimoine, bien entendu, le 3e week-end de septembre, 7 millions de visiteurs, et les chiffres des visiteurs dans les musées, 11 millions au Louvre, 7 millions à Versailles, fortement soutenus, certes, par les touristes étrangers, mais qui ont un effet de concentration qui affecte parfois la conservation des monuments et des œuvres, et dont nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper, nous, conservateurs. Les musées sont aussi sur la sellette pour ouvrir 7 jours sur 7, comme vous le faites en Espagne. Le Prado ouvre 7 jours sur 7. Une mission du ministère de la Culture est venue voir, il y a quelques mois, comment cela a été organisé, puisque nos musées actuellement sont ouverts 6 jours sur 7. Alors, face à ce constat, en demi-teinte, le ministère a relancé depuis 3 ans une grande campagne pour l'éducation artistique et culturelle, qui doit fédérer les efforts et réinventer
les modes d'attraction pour les publics. Mais le pilotage interministériel d'une telle ambition est difficile, vous l'imaginez. Je vous disais que les industries culturelles sont entrées dans le périmètre du ministère depuis 1997. Il y a donc une direction d'importants crédits. Et il n'y a plus l'opposition qu'il y avait dans les années 50-60 entre la culture et le marché. Il faut utiliser tous les canaux, soutenir les réseaux sociaux, encourager les sites Internet des établissements culturels pour qu'il y ait une visibilité plus importante pour les 1200 musées de France. Mais le tournant numérique a lui aussi des effets contrastés. Si les consultations en ligne ont connu un essor extraordinaire pour les archives, la généalogie, mais aussi une vraie révolution pour passer au numérique natif des documents, on a vu en parallèle se vider les salles de lecture, construites avec fierté dans les années encore toutes récentes. Vous avez là les archives départementales de l'Hérault à Montpellier, Zaha Hadid, architecte, inaugurée en 2012. Et voici les archives nationales, également inaugurées à côté de Paris, à Pierrefitte, par Massimiliano Fuksas. Une séquence sans précédent de construction de bâtiments d'archives, mais qui se ralentit maintenant nettement. Alors je voudrais conclure sur un paradoxe, cette partie. Le numérique dans nos musées, dans nos secteurs, les musées, les monuments, les archives, est un puissant levier d'initiation et d'approfondissement des connaissances. Mais rien ne peut remplacer le contact réel avec les sites archéologiques, les monuments, les œuvres. Et je m'achemine vers ma conclusion. C'est ça le vrai défi qui concerne nos métiers. Ça coûte cher de conserver des kilomètres d'archives et de construire de nouveaux bâtiments pour les garder. Ça coûte cher de construire de nouveaux musées, de nouvelles bibliothèques. Ça coûte cher de financer des chantiers archéologiques. Mais il y a une vraie demande sociale aussi pour l'archéologie. C'est à nous, fonctionnaires du ministère de la Culture, et singulièrement, quand je dis nous, je pense aussi à nous, conservateurs, d'expliquer que c'est la substance même des œuvres qui porte la leçon du passé et qu'elle ne peut pas être altérée sans une perte sensible pour l'histoire et pour la vie des sociétés. Ce sont bien les originaux qu'il faut conserver et financer, et non pas leur image. D'où l'importance aussi de la recherche dans ces domaines. Alors, pour conclure, le temps des grands projets d'État est derrière nous. Ce qui s'impose désormais pour la politique patrimoniale, c'est bien entendu conserver, entretenir, développer avec de nouvelles pratiques liées au numérique, mais partager les investissements, donc partager les décisions. Et le deuxième objectif majeur, c'est évidemment transmettre pour aller vers de nouveaux publics, avec de nouveaux modèles de musées. Le MUSEM est un musée, on utilise encore le mot musée, mais c'est devenu un forum culturel où les collections sont presque au second plan. Il y a un nouveau modèle qui est à l'œuvre. L'archéologie, mais elle est sous nos pieds partout. Les monuments historiques, aucun Français ne vit à plus de 20 minutes d'un monument historique. Il ne le sait pas toujours. Donc le cadre de vie, l'école, tout ça sont des choses que nous devons porter. Donc si les temps changent, l'ambition reste intacte. Merci pour votre attention. Muchas gracias.